Êtes-vous prêt à faire partie de la fin du monde? Êtes-vous prêt pour la catastrophe? Prêt pour la catastrophe? Êtes-vous capable de survivre en forêt? Si, mettons, Walking Dead là, commence demain matin, là, tu vas-tu te réfugier chez nous, Isabelle? Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Tu as l'aspect Walking Dead, mais tu as l'aspect aussi des catastrophes naturelles. Tu sais, je regarde, par exemple, les feux de forêt. J'ai couvert ça la semaine passée à TVA LCN, les feux en Espagne, entre autres. C'est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Il y a des fils électriques qui sont tombés près d'une route nationale. Puis comme il y a canicule, ça a flambé, près d'une station balnéaire. 13 morts, plusieurs qui n'étaient pas géolocalisables, qui étaient portés disparus. Puis ce qui me frappait dans les témoignages des gens qui étaient là, c'était, il y en a plein qui sont décédés dans leur voiture. Il y en a qui ont essayé de courir à pied puis ils ne savaient pas où aller. Puis il y a des riverains aussi qui n'étaient pas capables de prendre la fuite. Puis je me disais, c'est fou, eux autres, en cas de catastrophe comme ça, ils n'ont pas de mode d'emploi. Oui, c'est ça, pour sortir. Ils sont comme figés sur place. On le fait dans les édifices, regardez les sorties de secours, mais chez vous, quand tu es sur l'autoroute, il arrive quelque chose, ça me fait réfléchir en me disant, oui, c'est vrai, si je suis pris dans un endroit comme ça où, je sais pas, les pluies diluviennes ou un feu de forêt, j'avoue que je saurais pas quoi faire. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a fuir, là, genre un danger, mettons, dans sa maison, en tout cas dans les environs. Mais moi, ce que j'envisage, peut-être, je sais pas si c'est plus ou moins probable, en fait, j'y pense, mais c'est plus comme, mettons, la pandémie, là, comme on l'a eu la dernière fois, mais mettons une pandémie là, turbo, là, que genre, tu peux plus sortir de chez toi parce que là, comme, tu sais, on s'entend, là, la COVID, c'était mortel comme et tout, je veux pas minimiser ça, mais la série avec les champignons. La peste noire, tu sais, que si genre, tu rentres en contact avec ton voisin à moins de 10 mètres, tu meurs instantanément. Fait que mettons que j'étais vraiment confiné à la maison pendant une longue période, j'aurais-tu comme à manger pendant un mois? Je pense de Last of Us, par exemple. Ouais, tu sais, c'est ça exactement. Le champignon qui tue tout le monde, que tu peux plus sortir de la maison pour une période prolongée. Tu sais, type un peu bunker nucléaire. Là. Et je réalise en fait que drôlement, tu sais, au début de la pandémie, les gens ils ont comme stocké du papier de toilette, là, c'était un peu le running gag. Mais dans les faits, on a eu comme cette espèce de test là, social, collectif à grande échelle. Puis qu'est-ce que le monde en a appris? Pantoute, rien du tout. Tu sais, qu'est-ce que t'as dans tes armoires, là, puis pour ceux qui ont des maisons dans votre sous-sol, j'ai un poisson congelé, puis j'ai des cannes. S'il n'y a plus d'électricité, genre, t'as-tu des panneaux solaires, puis des batteries, tu sais, off the grid pour vivre pendant... Non, non. Personne... Mais tu sais, je dis ça, moi non plus, personne n'a ça, tu sais. Fait qu'on est totalement dépendant d'hydro, de l'eau courante, de l'épicerie qui est ouverte avec de les 9 satellites. à 9 tous les jours. C'est ça, puis c'est un peu inquiétant quand on y pense. Ben, c'était la série, on s'entend, c'est un film, c'est de la fiction, là, c'est le monde après nous. Et ça en était pris aux satellites. Donc là, les Tesla marchaient plus. Tu te rappelles de ça? Il n'y a plus rien qui marchait plus. Il y a un avion qui coche, il y a un bateau aussi qui fonce parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Fait que la navigation ne fonctionne plus, les cellulaires ne fonctionnent plus. Là, c'est la désinformation. On s'entend, c'est un film, mais ça fait quand même réagir. Ouais, puis ultimement, ça pose plein de questions. Tu sais, moi, je vais t'avouer, sur le principe, je suis pas très favorable aux armes à feu, mettons, puis tu sais, tout ça. Puis on en a déjà parlé à l'émission. Puis tu sais, je possède pas de pistolet ou d'armes à feu chez moi, mais mettons là, que tout ça arrive, là, puis qu'il faut que je défende ma famille. Ça va être avec un couteau de cuisine puis un bat de baseball. Là, tu comprends? J'ai pas... En tout cas, bref, c'est intéressant toujours de réfléchir à ça, pas pour faire peur au monde. Puis en même temps, quand on en parle, on a l'air alarmiste. Mais c'est vrai, je nous écoute parler, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, voyons, eux autres, ils en ont fait du bon. Prépare le pire et tu pourras vivre en paix s'il survient. Mathieu Hébert. Mathieu Hébert est fondateur de l'école Les Primitifs. C'est une école de survie et d'éveil à la nature. Donc là, nous, on est un peu dans notre délire là, de fin du monde nucléaire et de Walking Dead. Là, il y a sûrement un peu de contact avec la nature là-dedans, Mathieu. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi, est-ce que tu es prêt à survivre là, pendant, mettons, 2-3 mois là, sans aucun contact avec personne? Manger, nourrir, avoir de l'énergie? C'est certain que je suis plus près que la moyenne de citoyens. Puis aussi, on a une communauté, on a des amis. Il faut comprendre que je vous écoutais parler, puis je trouvais ça super pertinent. Puis je voudrais juste dire rapidement que un des piliers de la survie, c'est la communauté. Fait que c'est pas tant le matériel, c'est pas tant justement là, ta préparation, c'est important. Mais un bris de normalité, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive que tu n'as pas prévu. Puis c'est arrivé dans l'histoire de l'espèce humaine tout au long de son histoire. Puis c'est la communauté souvent qui va être résiliente, qui va être capable de s'adapter aux nouvelles réalités. Donc, je pense que ça, c'est un fait super important.
En 2026, alors qu'on parle beaucoup d'individualité, est-ce qu'on serait capable, en cas de pépin dans une communauté, parce que là, on parle d'un truc mondial, mais ça peut arriver, une panne de courant, je sais pas, la crise du verglas, peu importe, est-ce qu'on serait capable en communauté de s'entraider? Ben, il y a des communautés que oui, puis il y a des gens aussi qui vont être pris au dépourvu parce que, comme vous avez souligné, c'est pas tout le monde qui se prépare, tu sais. Puis je pense que la préparation, c'est quelque chose qui doit être fait en fonction du risque réel, puis en fonction de ta réalité. Où est-ce que tu vis? C'est quoi ta réalité familiale? Puis sans tomber dans l'excès, tu sais, les gens attachent leur ceinture de sécurité quand ils vont en auto. Est-ce que c'est de la paranoïa ou c'est du gros bon sens? Si tu économises pour ta retraite, est-ce que c'est de la paranoïa ou c'est du gros bon sens? Fait que, tu sais, la préparation à des événements mineurs, moyennement graves ou majeurs, ben, tu sais, il faut commencer avec les petites choses. Les petites choses qui vont gâcher ta journée si ça arrive. Tu t'en vas au chalet, tu as 2 crevaisons au lieu d'une. Ah, est-ce que tu es prêt à ça? À faire en sorte que la journée soit pas gâchée. Tu sais, souvent, j'aime mieux que les gens commencent avec quelque chose de simple dans leur réalité, puis qu'ils bâtissent comme ça, parce que c'est sûr que ça fait loin de penser à une grosse crise mondiale, puis que là, ben, tu sais, écoute, on n'a pas le temps, puis on n'aura pas de bunker, puis j'ai pas le goût d'avoir d'armes à feu. Mais commençons par la base. Qu'est-ce qui peut scraper ta fin de semaine? Mais puis ça, qu'est-ce que ça pourrait être vraiment prêt, là? Ça prend quoi? Ça prend une logistique qui couvre les besoins ordinaire de tout le monde. Si tu as une famille, par exemple, c'est quoi votre plan de communication s'il n'y en a plus de communication? Si le réseau cellulaire est à plat, il n'y a plus d'électricité, ton téléphone cellulaire, dans ce moment-là, que tu sois à l'étranger ou ici, c'est comment tu vas avoir. Est-ce que tu as des points de repère? Est-ce que tu as des listes de personnes où est-ce que tu vas aller pour des points de rendez-vous? Est-ce que on se dit, bon, ben, on se rencontre à cet endroit-là. Est-ce que ça, c'est prédéterminé? Est-ce que les numéros de téléphone importants de ta famille puis les adresses, tu les as juste dans ton cellulaire ou tu les as dans ta tête ou tu les as sur papier? La nourriture, c'est important. Donc, se rassembler à un endroit, ça, c'est important. Avoir un endroit pour se rassembler. Sécuritaire, un plan pour y aller. Puis, ben, c'est sûr, nourriture, hygiène, médication. Tu sais, tu pars pour ta journée, puis tu peux pas revenir à la maison. C'est le chaos. Est-ce que tu as de la médication pour les prochains jours? Ou bien ça, c'est tout dans ta pharmacie à la maison. Fait que c'est pour réduire la friction lors de moments pénibles ou de bris de normalité. Les survivalistes ou les gens qui se préparent, ben, ils essaient de réduire la friction pour que ça soit le plus facile de passer au travers de cette situation-là. Survivaliste, quand on entend ce mot-là, on a l'impression que c'est un niveau supérieur. Là. On imagine toutes sortes de choses. Un survivaliste, comment vous le décririez dans vos mots? Bien, puis ça, c'est important. Moi, ça fait des années que, on fait des séries télé, je parle avec les médias, puis survivaliste, moi, j'en ai rencontré de tous les types. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis. Tu peux avoir quelqu'un qui est survivaliste, qui est super hippie, qui fait ses jardins, qui a sa communauté. Tu as des gens plus radicaux, tu as des hippies avec des guns, tu as des anciens militaires avec des jardins. Tu sais, il faut éviter. Tu as des médecins qui ont une île avec un hydravion qui vont aller là en cas de pépin. Fait que là, ceux qui ont les guns, ils vont prendre les jardins de ceux qui font les jardins, puis l'avion... Mais pas nécessairement. Je te niaise. Non, c'est vrai, puis il faut sortir du stéréotype. Fait que pour répondre à la question, je pense que c'est juste des gens qui se préparent à pas mourir facilement, à pas mourir pour des niaiseries, puis à protéger leur famille. Je pense qu'un peu tout le monde, on est survivaliste, mais à différents niveaux. Tu sais, quand tu pars en voyage de pêche, tu t'amènes de la bouffe, tu prévois, des vestes de sauvetage au cas qu'on tombe du bateau. Je vais mettre des allumettes aussi dans le coffre à pêche. Fait que c'est juste une question de gradation. Moi, je fais des arts martiaux depuis longtemps, puis ça fait longtemps que j'en fais plus parce que j'ai peur de me faire attaquer sur la rue. Puis la survie en forêt, qu'est-ce qu'on voit à notre école, parce que nous, on enseigne la survie en forêt, il y a un pourcentage de gens qui ont un peu peur de se perdre en forêt, mais c'est pas tant ça la motivation principale aujourd'hui des gens qui viennent dans les cours. C'est quoi la motivation? Je pense que la discipline de la survie devient comme un nouveau sport. Je pense que, puis c'est ça dans mon livre que j'ai sorti cette année, c'est que les gens ont le goût de se dépasser, de faire des choses difficiles, sortir de leur zone de confort, puis d'aller dans l'essentiel, comme faire du feu par friction ou fabriquer un arc à partir de la forêt. Et pendant quelques heures, quelques moments, de se retrouver en situation d'autonomie, puis de jouer avec ça, un peu comme quelqu'un qui fait du jogging. Tu l'arrêtes pas pour y offrir un lift. Tu sais,
C'est difficile. Puis, fait que ce mouvement-là, c'est une curiosité envers la nature. Au Québec, on aime le plein air, on aime la nature, on est actif. Puis là, ben, moi, ça fait faire bientôt 20 ans que j'enseigne la survie. Puis ce que je vois, c'est que les gens veulent aller plus loin. C'est pas juste « Ah, je vais survivre en attendant les secours ». Oui, il y a un pourcentage qui vient prendre ça, mais souvent, ben là, il va savoir quoi manger. Il vont rajouter des plantes dans leur assiette au quotidien. Ils vont s'évader avec les techniques de survie. C'est beaucoup ça que je vois. La popularité du domaine vient du fait que les gens, puis on le voit aux États-Unis, les shows de télé, les émissions, les compétitions, Brad Pitt sort un gros film de survie là, cet automne. C'est à la mode parce que ça nous reconnecte à la nature, puis c'est thrillant un petit peu. Mais en 20 ans, est-ce que vous avez vu augmentation, intérêt augmenter pour le survivalisme? Au début, ça avait l'air d'être anecdotique. Est-ce que là, vraiment, il y a plus d'adeptes? Oui. Puis le sujet a changé. Quand j'ai commencé, on parlait de ça, puis les gens disaient pourquoi se préparer? Comment ça, faudrait que j'apprenne ces affaires-là? Puis là, ben, on n'en parle plus de ça parce que les gens ont vu justement la pandémie, ont vu qu'un bris de normalité, ça peut arriver de différentes façons, que ce soit local ou mondial, puis que ça peut être même quelque chose qui arrive juste à ta famille, à toi. C'est pas la société, mais toi, t'es dans le trouble maintenant. Et ça, on n'a plus besoin d'en parler trop. Puis nous, notre école, c'est surtout une école qui revalorise les technologies préhistoriques, puis tu sais, d'aller jouer dans la forêt, de plus considérer la forêt juste comme un musée. Mais on offre des formations de survie urbaine pour se préparer, puis ça va de préparer des réserves, de l'autodéfense à se bâtir une communauté résiliente, avec des gens qui ont différentes compétences. Puis les gens qui viennent dans nos cours, c'est du monde équilibré, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est des gens qui ont différents types de corps de métier. Nous, on est super inclusifs. Je vois que l'intérêt, il n'y a jamais personne qui arrive. Parce que c'est rare que quelqu'un m'arrive avec « j'ai peur que telle affaire arrive, puis je prépare ma famille ». Okay. Il y en a, c'est ça, mais souvent, il focus juste sur un problème. Fait que nous, on est des distributeurs de compétences. Fait que l'image du bunker avec un tas d'armes et tout ça, c'est un peu surfaite, là. Ça existe, mais c'est vraiment pas la majorité. Et, nous, on a fait un bunker à un moment donné pour s'amuser pour l'émission Les Derniers Humains. Puis maintenant, il est alloué pour Airbnb. Parce que moi, c'est pas ma stratégie. Puis c'est pas ma stratégie personnelle. S'il y a quelque chose qui arrive, ben moi, ma stratégie, c'est pas un bunker. Mais si on regarde les gouvernements, les grosses compagnies de tech, les multimilliardaires, ils en ont des bunkers, eux autres. Ils se préparent pour s'il y avait un événement, que les choses continuent puis qu'ils puissent continuer à vivre. Fait que ces gens-là extrêmement intelligents se préparent, les gouvernements aussi. Puis je pense que les citoyens, moi je pense que les survivalistes ou les gens qui s'intéressent à la survie peuvent être de très bons citoyens qui vont enlever une charge au gouvernement s'il arrive un bris de normalité, parce qu'on a moins besoin d'être pris en charge que d'autres personnes. Donc, j'essaie de cultiver une idée que c'est possible qu'un bon citoyen soit un bon survivaliste, puis qu'il soit pas une menace, puis qu'il soit juste bon père de famille, avec des bons amis, puis qu'on va juste être chill, puis on va même pouvoir aider des gens s'il y a un problème. Tu dois être bien découragé quand tu regardes Survivor, toi, Mathieu, quand même. Hein? Ils sont bons. Ça leur prend un mois de se faire un abri, puis à la première pluie, ils sont en train de mourir. Dès la journée 1, non, ils mangent pas. Ils sont très bons, les candidats de Survivor. Tu veux-tu trancher notre débat? Oui, je vais essayer de le faire le plus... ce que je pense, c'est que les shows de survie, les émissions de survie où est-ce qu'il y a des défis et tout ça, c'est bien divertissant. Ça ressemble pas à des conditions de survie. Mais non. Il faut se rappeler qu'il y a des vraies personnes qui sont en survie ou qui vivent des choses de survie, puis que c'est pas un jeu à ce moment-là. Fait que là, il y a le domaine du divertissement, puis oui, c'est dur pour les candidats, mais c'est pas comme d'être dans un accident d'avion où est-ce que tu viens de perdre une personne que tu aimes beaucoup, puis tu n'as aucune idée si tu vas t'en sortir. Et ça amène les gens à être curieux. Fait qu'il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils veulent être recrutés par Survivor Québec, ils veulent se Ah ouais, carrément. En même temps, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est comme le club école, finalement. C'est ça, si on veut aller à Survivor, on s'inscrit au primitif, c'est ça qu'on doit... Ouais, ben je pense que... je dirais pas qu'on est un club école, on est assez professionnel, mais ce que je trouve le fun, c'est que ça crée de l'engouement,
puis les gens s'amusent, puis c'est pour ça que je reviens à dire, pourquoi les gens s'inscrivent à Survivor? Pourquoi qu'ils vont devant la télé se mettre dans le trouble comme ça? Ben c'est parce que tu te sens fier après. Puis il y a une fierté à allumer ton premier feu par friction. Il y a une fierté à faire un arc puis mettre ta flèche dans la cible. Il y a une fierté à dire, hey, mais ça fait 3 jours puis j'ai survécu dans un terrain que je connaissais pas puis j'ai dormi mal, mais là, je me sens vivant, Fait que ça brise le quotidien, Je pense que c'est ça que les gens viennent. Vous parlez tantôt de techniques préhistoriques. Qu'est-ce qui était dans le temps que vous enseignez aujourd'hui, des choses qu'on aurait peut-être perdues, puis là, vous nous réapprenez? Toutes les techniques préhistoriques. Donc, la taille de pierre, le feu par friction, le tannage des peaux d'animaux avec rien, la cuisine. Moi, j'adore la cuisine préhistorique, cuisine sans métal, sans plastique. Comment préserver les aliments quand il n'y a pas de frigidaire. Puis on s'amuse avec ça, c'est jamais dramatique, nos formations. Le pistage, l'ancien art du pistage, pister les animaux, se retrouver, naviguer sans instruments modernes. Donc, fabriquer des abris avec aucun outil moderne, ça, c'est vraiment le fun. C'est ma grosse passion. Comment on fait pour manger sans métal, sans plastique? Ben, ça fait pas longtemps qu'on mange avec du métal et du plastique. Fait que, le premier truc, c'est de manger avec ses doigts. Ça, j'ai pas de problème. mais de cuisiner à même le feu, de cuisiner dans des poteries, par exemple, de cuisiner avec, en fumant les aliments pour les préserver, en utilisant les gras comme préservatif, le sucre, le sel. C'est tout un monde. Moi, j'aime bien voyager, je voyage beaucoup, puis je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques. Fait que je suis avant tout un étudiant, j'expérimente, puis j'enseigne. C'est ça qui est trippant, de dire on rentre dans la forêt, puis on joue avec la forêt, on se nourrit d'elle. Ça devient vraiment trippant. Mais vous devriez pas rentrer dans les écoles juste pour des petites basettes? Ah, on en fait. On fait des écoles, des scouts, on fait tout ça. Moi, je fais que ça. Les primitifs, c'est la seule chose que je fais. J'ai pas d'autre travail, c'est pas un à côté. C'est 100% de ma vie, 24/7. Puis oui, on donne de la formation. Puis j'ai écrit un livre pour enfants, une collection pour jeunesse, pour le pistage. Puis là, on vient de faire un livre Survie en nature pour monsieur, madame, tout le monde. Puis l'éducation des enfants, c'est super important. On fait aussi des formations parents-enfants, donc familiales, où est-ce qu'on joue avec tous ces concepts-là. Puis c'est juste le fun de voir les enfants courir nu pied dans la forêt puis avoir des techniques, Arrêter d'avoir peur de la forêt, d'avoir peur du moustique, avoir peur de la nuit. Fait qu'on commence comme ça. Puis, il y a juste l'araignée, ça c'est dur d'arrêter d'avoir peur. Ouais, c'est juste ça, là, c'est dur un peu. Juste en trouver une assez grosse pour que tu puisses les Dolomèdes. Je vous les laisse. Pour que tu puisses la manger, dit-il. Puis après que tu as vu la très grosse, tu vas voir, toutes les autres sont petites en comparaison. Je vais manger des feuilles. Mathieu Hébert, fondateur de l'école Les Primitifs, une école de survie et d'éveil à la nature. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, ça fait plaisir.